Bonjour tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au podcast Quand la sexualité blesse. Aujourd'hui, on va parler de violences sexuelles et des Premières Nations. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai reçu une sexologue qui travaille dans les communautés depuis plusieurs années, qui a eu envie de venir nous partager un peu son expérience au niveau de l'éducation sexuelle, au niveau justement du dévoilement, du processus de guérison là, chez les communautés autochtones. Donc, on a exploré ça ensemble, on a parlé un peu de racisme systémique, on a parlé de préjugés, de stéréotypes. Donc, on a exploré un paquet de choses. C'est une discussion vraiment intéressante qui m'a appris beaucoup quand même, là, puis qui met en lumière une problématique qui, selon moi, est très peu parlée. Là, avant de faire le podcast, justement, je faisais des recherches puis je me rendais compte que les femmes autochtones étaient très surreprésentées quand on parlait de violence sexuelle, mais pourtant, on n'entendait pas parler. Alors, moi, j'avais envie, justement, qu'on mette en lumière ça et qu'on aborde les vraies choses ensemble. Évidemment, ce podcast-là ne représente pas le vécu de tout le monde. Donc, si votre processus de guérison est différent, si votre opinion est différente, sachez que c'est tout à fait légitime. Nous, on avait vraiment envie là, d'aborder un peu sa vision à elle en tant là, que sexologue dans la communauté. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires ou s'il y a des choses là, que vous avez envie de nous partager suite à l'écoute de cet épisode-là, ça nous fait toujours plaisir de vous entendre. Donc, j'espère que vous allez trouver l'épisode intéressant et je vais vous souhaiter une bonne écoute. Allégation d'inconduite sexuelle. Un féminicide au Québec. Allégation d'agression sexuelle des 44 joueurs des Olympiques de Gatineau. Plusieurs jeunes filles, plusieurs jeunes femmes aussi qui pensent que le système judiciaire n'est pas efficace. Assez, c'est assez. On veut du changement. On veut que les voix des victimes se fassent entendre davantage. Allô, Adèle? Allô? Ça va bien? Oui, toi? Oui, merci d'être avec moi aujourd'hui pour venir parler. J'ai un peu introduit là, le sujet à nos invités avant que la discussion commence, mais merci d'être là. Merci d'avoir pris le temps de venir parler avec moi de ce sujet-là que je pense qui est vraiment important. Mais pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas t'es qui, est-ce que tu voudrais un peu nous présenter, nous parler un peu de ton background, d'où tu viens, etc.? Bien, d'abord, ça fait full plaisir. Je suis contente d'être là aujourd'hui, de parler de ce sujet-là que je considère super important aussi. Dans le fond, moi, j'ai fait un bac en sexologie à l'UQAM, puis je suis venue en Abitibi spécifiquement pour travailler en communauté autochtone. Puis il y a 2 ans, j'ai commencé à faire ma maîtrise en sexologie clinique, donc pour pouvoir exercer la psychothérapie en communauté. Puis qu'est-ce que je fais, moi, en communauté? Je coordonne. Bien, je dis que je coordonne, mais on coordonne tout dans ce projet-là. Il n'y a vraiment pas d'hierarchie de pouvoir. Le projet Wigobsan, qui est un projet de prévention des agressions sexuelles dans la communauté du Lac-Simon. Sauf que l'autre sexologue qui travaille avec moi, on était un petit peu rebelle, puis on avait le goût de rendre ça plus sexo en général. Donc, c'est un projet qui englobe la prévention, l'éducation sexuelle. Donc, Jade Breton, qui n'est pas là, elle s'occupe de ça. Puis, on a aussi un volet plus réponse, donc pour tous les motifs de consultation en sexo, que ce soit les adultes, les enfants, les couples. Puis, un volet aussi parce qu'on essaie de travailler sur une façon qu'on pourrait coordonner les services lorsqu'il y a un dévoilement ou une dénonciation d'agression sexuelle. Fait que ça, c'est en construction. C'est assez compliqué. Là. Les services changent toujours. Donc, de créer une ligne directrice, c'est compliqué. Puis, d'où l'intérêt que j'allais faire ma maîtrise, c'est pour pouvoir... oui, la relation d'aide, c'est très aidant, mais pouvoir aller un peu plus loin avec la psychothérapie pour que l'équipe soit complète. Donc, on a des intervenants Anishinaabe, allochtones, qui donnent les cours d'éducation sexuelle au primaire. Puis là, on essaie d'en former pour le secondaire. Je savais même pas que ça existait, mon Dieu. Puis c'est pas si loin, en plus, de notre Calax à Amos. Là. Ouais. Fait que c'est cool de voir qu'il y a quand même des projets comme ça qui naissent un peu partout. Qu'est-ce qui t'a donné le goût, en tant que sexologue, de t'orienter vers les communautés? C'est une bonne question. Je pense que j'avais toujours eu cet intérêt-là quand j'étais au bac. Moi aussi, je viens pas de l'Abitibi, donc je viens de l'Outaouais, qui est, oui, il y a Kitigan-Zibi, mais il y a pas tant la réalité des communautés. Puis c'était une réalité qui m'intéressait beaucoup. Je trouvais que c'était une réalité qui était cachée, qu'on parlait pas beaucoup, qu'on parlait soit de façon très romantisée ou de façon vraiment terrible. Puis j'avais le goût de me faire une tête. Et j'ai toujours été vraiment intéressée par l'expérience communautaire. Donc, j'ai toujours travaillé en milieu communautaire. Puis là, c'était vraiment pour moi la job de rêve parce que c'est une approche
communautaire de A à Mhm. Z, donc qui est beaucoup basé sur le lien puis sur le système. OK. Donc, ça m'intéressait beaucoup. Puis, aussi, personnellement, j'étais dans une période de ma vie où j'étais à Montréal puis j'étais un peu écœurée. Fait que ça me tentait d'aller voir ailleurs. Puis que, quand j'ai vu cette offre d'emploi-là qui était à Kitsakik, qui est une petite communauté dans le parc de la Vérandrie, qui est la première... Ben, en fait, je pense que c'est la seule, je suis pas certaine de ce que j'avance, qui n'a pas encore le statut de réserve. Donc, j'étais super intéressée à aller les rencontrer puis à former mon identité professionnelle avec cette première opportunité-là. Fait que ta première expérience avec les communautés, ça a été à Kitsakik, Oui. dans le fond. Puis ça fait... Je pense 4 ans, je pense. OK. Je suis arrivée 4 ans et demi. Puis depuis ce temps-là, t'es resté un Oui. peu dans ce milieu-là. Mhm. T'as comme pogné la piqûre, dans le fond. Oui. T'as aimé beaucoup ça. Vraiment, vraiment. OK. Ah, mais Ouais. c'est cool. Puis est-ce que... tu sais, tu remarquais que avant que tu arrives, est-ce que c'était déjà abordé un peu les agressions sexuelles dans ce milieu-là? Ou, tu sais, comment c'est perçu un peu les agressions sexuelles dans les Mhm. communautés? Bien, en fait, dans celles que tu as vues, là, parce que comme je dis dans Mhm. l'introduction, ce qu'on parle aujourd'hui ne représente pas nécessairement la réalité de tous les milieux, là, mais Mhm. Oui, par en rapport effet. à ton expérience. Ouais, chaque communauté est vraiment différente. Donc, ce qui se passe à Kitsakik, c'est différent du Lac-Simon. Ce qui se passe à Picogan, je fais mon stage à Picogan, c'est différent aussi de comment c'est abordé. Je te dirais que c'est quand même très abordé, mais que les gens, ils savent pas toujours comment l'aborder, d'où l'importance qu'on vienne en parler puis qu'on vienne leur montrer aussi comment en parler. Donc, on le sait, il y a beaucoup d'impacts historiques au niveau de la colonisation puis des pensionnats qui fait en sorte que il y a comme une perte de transmission des connaissances entre les parents puis les enfants, dont les connaissances sur la sexualité. Donc, il faut comme... puis là, d'où l'approche systémique qui est super intéressante de venir aider les parents à pouvoir enseigner l'éducation sexuelle à leurs enfants. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on parlait beaucoup d'agressions sexuelles, mais peu de sexualité. Alors que pour moi, ça va ensemble qu'une prévention des agressions sexuelles, ça vient aussi par une approche de sexualité plus globale, plus saine. Donc, moi, j'ai trouvé qu'on parlait peut-être pas de la sexualité, mais qu'on parlait beaucoup d'agressions sexuelles. Alors que moi, ce qui est intéressant, c'est que les motifs de consultation que j'avais, c'était souvent des motifs de consultation comme rupture amoureuse ou chicane dans son couple. Que je trouvais ça intéressant de voir, il y a vraiment un intérêt aussi pour les relations amoureuses. Même si l'agression sexuelle, ça rentre aussi dans les relations amoureuses malsaines et violentes. Donc, j'ai trouvé, oui, en effet, qu'on en parlait beaucoup, mais qu'on ne savait peut-être pas nécessairement comment en parler. Ce que je remarquais aussi, c'est que en raison de l'évangélisation, gros mot, il peut y avoir ce tabou-là autour de la sexualité puis des agressions sexuelles aussi. Et les gens qui ont été victimes d'abus peuvent avoir peur aussi de parler de ce sujet-là, peuvent avoir peur de créer un abus, ne serait-ce qu'en en parler. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à un enfant? Qu'est-ce qu'on peut ne pas dire à un enfant? Donc, il y a tous ces impacts-là aussi qui sont à prendre en considération puis qu'on doit faire aussi attention en tant qu'intervenant, particulièrement moi, parce que je venais d'un bac en sexo à Montréal. Fait que c'était à l'UQAM. Fait que c'était full ouvert et on parlait de n'importe quoi. Puis, il a vraiment fallu que je m'adapte à leur rythme pour pouvoir le respecter, pour que ça soit digérable pour les parents, pour qu'eux puissent le montrer à leurs enfants, parce que c'est ça qui fonctionne le mieux, c'est quand c'est transmis par les parents. OK, oui. J'ai tout dit, je regardé voir si j'ai dit mes points. Puis je trouve ça intéressant que tu dises que tu venais d'un milieu qui était complètement différent à ça, que tu as dû un peu t'adapter à leur rythme, à leur réalité, etc. Toi, en tant justement qu'intervenante à l'Octone, que sexologue, est-ce que tu as rencontré des obstacles ou des réticences avec ces personnes-là? Ben oui, en fait, c'est compliqué, puis c'est compliqué pour chaque personne aussi. Dans la communauté, il y en a que tout de suite, le lien était facile. Il y en a d'autres pour qui c'est plus difficile. Puis je pense que qu'est-ce qui a été dur pour moi au début, c'était vraiment le processus d'adaptation culturelle. Donc, au-delà de tout, c'est qu'on est dans une culture qui n'est pas la nôtre, puis on est habitué ici à ce que ce soit eux qui s'intègrent à notre culture. Fait que pour la première fois de ma vie, c'était moi qui étais l'autre dans la communauté. Donc ça, c'était intéressant aussi. Il a fallu que je m'adapte. Puis justement, la communauté de Kitsakik est une communauté très culturelle qui
qui vit encore avec des méthodes culturelles. Donc, pour moi, il y avait quelque chose de déstabilisant. Mais au début, c'était surtout une lune de miel. J'étais là, ah, wow, c'est magique. Les gens, ils m'accueillaient super bien. Je sentais que je faisais quelque chose de grand. J'avais des grands projets. Puis là, après ça, il y a une phase où est-ce que on se rend compte qu'on devient un peu désillusionné, puis on peut vivre une sorte d'aliénation parce qu'on a l'impression que tout ce qu'on fait, ça fonctionne pas, parce qu'en effet, ce qu'on a appris, c'est pas nécessairement culturellement efficace pour eux. Donc, moi, je me sentais incompétente. Puis, il y a un moment où est-ce que je suis arrivée à vraiment m'adapter. Donc, avoir une vision beaucoup plus réaliste de ce que c'était la communauté de Kitsakik, puis à voir tout le positif qu'il y avait, mais à voir aussi les difficultés que je pouvais rencontrer. Donc, il a fallu que je me construise une vision juste et moins clivée comme je pouvais avoir avant, que je suis passée par des hauts et des bas. C'est clair que ça doit prendre une certaine adaptation parce que, comme tu dis, ce qu'on apprend, puis pour avoir aussi un bac dans un certain domaine, on nous en parle un peu, mais peu importe ce qu'on lit, c'est jamais la même chose sur le terrain. Exactement. Fait que, des fois, justement, de prendre un pas de recul, puis, mais c'est dommage de se sentir pas à la hauteur ou de se remettre en question. Mais des fois, c'est important de prendre un pas de recul puis d'essayer un peu d'absorber, eux, c'est quoi leurs besoins, puis comment eux, ils abordent aussi, pas juste les agressions sexuelles, mais tout ce qui peut être relié à la demande d'aide, des fois, je pense que ça peut être perçu d'une façon différente. Oui. Exactement aussi. Puis c'est intéressant ce que tu dis par rapport aux besoins, parce que c'est vraiment de revenir à leurs besoins à eux. Nous, on peut entendre des choses sur les réseaux sociaux, on peut entendre des choses, en tout cas dans les nouvelles partout, qui disent « Ah, le besoin, ça doit être ça », puis c'est vraiment urgent, genre, fait agissez. Fait que, on est beaucoup dans l'agir souvent quand on est en communauté. Puis finalement, à un moment donné, tu te déposes, puis t'es comme « Hey, finalement, j'ai le temps. J'ai le temps de faire des choses, j'ai le temps de créer des liens avec les gens, puis même si je trouve que j'ai pas le temps, je peux pas faire autrement parce que c'est comme ça que j'ai plus de chances que ce que j'ai à apporter, ce que je dois leur apporter soit reçu. Fait que ça passe vraiment par là, puis à écouter le besoin, même si la personne elle a vécu plein d'agressions sexuelles, mais qu'elle vient de voir parce que c'est ça, j'ai l'exemple de assez chicané avec son chum, mais tu la reçois pour ça, tu sais. Fait que c'était vraiment être à l'écoute. Puis ça, c'est intéressant aussi parce que pour moi, c'était un travail de ne pas reproduire le système de colonisation. Donc, de ne pas les infantiliser, justement, dans leurs besoins puis dans leur capacité à prioriser ce qui est important pour eux à ce moment-là. Donc, s'ils viennent me voir pour ça, je les considère autonomes puis orientés vers leur bien-être. Donc, je vais recevoir leurs besoins puis pas orientés vers ce que moi pourrait être un besoin prioritaire. Fait que ça aussi, c'est un apprentissage que j'ai dû faire. Oui, puis ça, je pense que c'est bon pour n'importe qui. Tu sais, quand on est en intervention, la personne qu'on a devant nous, il faut y aller avec les besoins que cette personne-là a. Tu sais, des fois, en tant qu'intervenant, on veut aller comme un peu plus vite, mais si la personne n'est pas là pour ça, tu sais, je veux dire, ça va pas aider, ça va ni l'aider elle, ni l'aider nous en essayant de travailler sur quelque chose dans lequel elle n'est pas rendue nécessairement. Là. Absolument. Puis, tu sais, au niveau, justement, tu sais, tantôt, tu disais que il parlait quand même d'agression sexuelle, un peu moins de sexualité. Tu sais, au niveau des dévoilements, dans ton expérience de ce que tu as vu dans les 4 dernières années, est-ce que tu dirais, parce que moi, tu sais, c'est sûr que je suis allée lire un peu, j'essayais de me sensibiliser, de me renseigner sur cette réalité-là. Puis ce que je remarquais, c'est que dans les statistiques, les femmes autochtones sont vraiment surreprésentées là, quand on parle d'agression sexuelle. Elles sont 4 à 5 fois plus à risque de vivre la violence sexuelle au cours de leur vie comparativement à des femmes autochtones. Puis je me demandais, tu sais, ce que je me rendais compte, c'est qu'on n'en entendait pas tant parler. Tu sais, dans toutes les campagnes de sensibilisation ou encore dans les différents mouvements, c'est pas ces femmes-là qu'on a le plus vues, alors que statistiquement parlant, elles en vivent beaucoup plus que les femmes autochtones. Fait que je me demandais, au niveau de la dénonciation, est-ce qu'il y en a beaucoup qui vont dénoncer, qui vont aller chercher de l'aide ou porter plainte? Tu sais, comment ça se passe à ce niveau-là? C'est une bonne question. Parce que moi, j'ai celle qui dévoile ou qui dénonce. Dénoncer, c'est difficile. Je pense que c'est difficile partout. Les dévoilements, j'en vois plus. Donc, il y a des reprises de pouvoir sur leur vie en dévoilant leurs agressions. Aussi, c'est comme une recherche de comprendre leur passé pour mieux se comprendre aujourd'hui, puis se reconstruire. Mais c'est vrai que c'est invisibilisé.
la Mhm. violence faite envers les femmes autochtones, puis elle est moins prise au sérieux. Puis ça, c'est une conséquence directe du racisme systémique qui est toujours présent. La violence sexuelle, mais aussi toutes les autres formes de violence sont vraiment moins prises au sérieux. Puis pour avoir vu moi-même des expériences en tant que... quand j'accompagnais dans le réseau de la santé. Ah ouais, Ouais. t'as vu des... Mhm. T'as été témoin de, Oui. de comportements, Des ouais. fois, des regards des professionnels de la santé. Je ne veux pas nommer d'exemple Non. en particulier, mais pour me dire, ah, OK, oui, c'est vrai. Ça existe. C'est vrai que ça existe, puis c'est vrai que c'est dangereux pour elle. Mhm. Tu sais. C'est vrai que je comprenne qu'elles aient peur. Même Mhm. si moi, je me vois pas comme une personne qui perpétue la violence, je peux comprendre que ça soit projeté sur moi. Parce que Mhm. c'est vrai qu'elles sont souvent victimes d'abus de toutes sortes. Mhm. Ouais, que ce C'est sûr soit- que c'est dur de parler de dénonciation sans parler de racisme systémique. Là. Je Mhm. pense que, évidemment, c'est déjà que chez les victimes d'agressions sexuelles, c'est très difficile de le dénoncer. Mhm. Donc, si on parle de femmes autochtones, puis tu sais, de tout Mhm. un peu la colonisation et le racisme systémique, c'est sûr que ça doit pas Non. aider, là. Non, non, vraiment pas. Puis, d'ailleurs, je vais plugger un petit projet. Ben, pas un petit projet, c'est un gros projet. On fait des capsules d'éducation sexuelle dans la communauté parce qu'on s'est rendu compte que, justement, le matériel éducatif fait par le ministère n'était pas adapté culturellement, surtout en ce qui a trait aux stéréotypes de genre. Donc, c'est ça, on a fait des entrevues semi-dirigées, puis c'était vraiment intéressant. D'abord, pour moi, ça m'a permis de reprendre le rôle d'exploration puis d'écoute sans intervention. Donc, ce qui a été super intéressant pour moi, j'ai été capable d'en savoir plus. Donc, vraiment, vraiment beaucoup. Puis là, je passe par une grosse parenthèse, mais qu'est-ce qui était ressorti? C'était que devenir un homme ou devenir une femme ou devenir une personne two-spirit, c'était surtout devenir un adulte. Puis ça passait par faire le bien dans sa communauté, puis ça passait par être reconnu comme faisant le bien dans sa communauté. Donc, toute la construction de l'estime de soi, qui est centrale aussi dans la question des violences sexuelles, là, quand on parle des hommes qui ont le reflet constant qu'ils sont des agresseurs ou des batteurs de femmes, bien, comment tu veux te construire quand on dit que tu es déjà mauvais, tu sais? Fait que c'est tellement important en tout cas, de créer des projets pour que les gars se développent dans une identité qui leur plaît, qui est proche de leur subjectivité. Mais qu'est-ce qui ressortait aussi, c'est que c'était dur de se construire dans un système colonial à cause de l'infantilisation. Donc, quand on est infantilisé, on ne peut pas devenir adulte, donc on peut pas devenir homme ou on ne peut pas devenir femme, et des stéréotypes sexuels qui étaient, tu sais, mettons, là, quand je parlais avec des jeunes allochtones, c'était plus ça, ben les filles, il faut qu'on soit mince, il faut qu'on soit belle, machin, mais il y a comme des enjeux intersectionnels avec les femmes autochtones, ou une femme autochtone qui boit, ben, puis qui fait le party, ben, c'est normal qu'elle se fasse agresser sexuellement. Et là, avec les personnes blanches aussi, mais je trouve que c'est encore plus prononcé comme, ben oui, tu sais, en tout cas, il y a tellement de propos méchants, je ne veux pas les redire, mais c'est... Je sais pas où je m'en allais avec ça. Moi, je trouve ça intéressant parce que Ouais. je trouve que, tu sais, moi, ce qui était aussi important pour moi de parler de ce sujet-là, c'est que Ouais. j'avais envie de briser certains préjugés, justement, certains stéréotypes ou, tu sais, des façons de voir qui peuvent nuire, en fait, à ces personnes-là, tu sais, des préjugés négatifs. Puis, tu sais, on aborde... Moi, j'en fais de la prévention dans les écoles, mais, tu sais, c'est sûr que le programme qu'on offre est beaucoup plus adapté à une clientèle allochtone. Ouais. Puis, on parle de toutes les préjugés qu'on a à l'égard des victimes d'agressions sexuelles, mais j'aurais pas pensé à ça, tu sais, justement. Tu sais, on va parler d'alcool, mais c'est vrai que j'ai l'impression que les gens vont beaucoup plus banaliser ça quand c'est une femme autochtone, puis tu sais, ça n'a pas lieu d'être, là, dans le sens où, peu importe, tu sais, tes origines, je veux dire, c'est jamais une bonne raison, il n'y a jamais d'excuse à une agression sexuelle. Est-ce que tu as d'autres exemples d'espèces de mythes ou... Oui, je pourrais en nommer plein, mais si je faisais parler mes participants, parce que j'aurais aimé ça qu'ils soient là aujourd'hui pour vous parler, c'est ça, moi j'avais des participantes qui me disaient, tu sais, ce regard-là de mépris qu'elles ont pu avoir comme si elles étaient absolument rien là, après une broche justement à Val-d'Or, tu sais, c'est vraiment violent. Puis aussi, ce qui était intéressant, c'était
tout l'inversement des rôles qui est extrêmement jugé. Donc, tu sais, on sait que la colonisation a mené au système des réserves, puis a mené aussi à une perte de repères identitaires. Donc, cette perte de repères identitaires de les gars allaient chasser, des fois les filles y allaient aussi, mais s'occupaient plus des familles, s'occupaient plus de l'organisation du clan. Mais ça, c'est comme tombé. Puis, ça peut faire en sorte que les gens cherchent comment s'intégrer à la modernité alloctone, parce qu'en ce moment, le système des réserves fait que c'est difficile d'y arriver. Puis là, je faisais une vraiment grosse parenthèse. Puis j'ai... Ah oui, les autres types de préjugés que je peux entendre. Mais il y a beaucoup ceux-là que les hommes sont fainéants puis que c'est les femmes qui travaillent. Donc, ben là, c'est ta femme qui va payer avec les allocations familiales. Tu sais, justement, il y a un participant qui en parlait de... Tu sais, c'est juste, j'avais pas mon portefeuille à l'épicerie, puis c'est ma femme qui a payé pour moi. Puis genre, j'ai entendu des propos full haineux là, à ce sujet-là, de comme si moi, j'avais pas d'argent, puis comme si c'était ma femme qui me faisait vivre. Donc, ce jugement-là associé, ben là, c'est tous les préjugés aussi associés pas l'aide sociale, mais... les allocations. Les allocations. Fait que c'est aussi des préjugés associés à la pauvreté, mélangés à des préjugés associés aux communautés. Est-ce que ces préjugés-là, puis en fait, ce qui peut être clairement du racisme systémique, je pense, peut influencer la façon dont les gens vont, ou les intervenants peuvent recevoir une victime? Tu sais, si la femme est autochtone ou l'homme, là, parce que, tu sais, la violence sexuelle, c'est pas... Tu sais, il y a des hommes quand même qui vivent ça. Est-ce que tu as l'impression que, justement, ces préjugés-là peuvent influencer la façon peut-être de croire la victime ou de prendre au sérieux sa situation? Bien, absolument, là, absolument. Je pense qu'ils sont moins pris au sérieux. Là. Je suis certaine qu'il y a une étude scientifique qui back ce que je dis. Je pense qu'ils sont vraiment pris moins au sérieux. Puis aussi, qu'est-ce qui peut arriver inversement? Il peut y avoir des gens qui sont hyper actifs aussi. Là. Mettons, dans la recherche de vouloir donner des soins, puis un sentiment d'urgence. Fait que, tu sais, je peux voir les deux bords... je peux voir les deux types d'intervenants possibles à ce niveau-là. Fait quelqu'un qui s'en fout, puis quelqu'un d'autre qui est comme... Qui en fait trop. Ouais. Ouais, qui devient comme... qui veut prendre en charge. Mais ça revient un peu à l'infantilisation, mais tu sais, je dis ça avec super bienveillance parce que je peux être du genre aussi à en faire trop. Ouais. Mais c'est important de se réguler puis de penser aux clients dans ces moments-là. Puis c'est sûr qu'on va y revenir un peu en tant qu'intervenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour... mieux aider ces personnes-là. Mais moi, je voulais savoir aussi, tu sais, là, je pense que tu as beaucoup été dans des petites communautés. Tu sais, il y a des communautés qui sont plus grandes. Nous, ce qu'on observe quand même, tu sais, exemple, Picogan, Kitsaki, Lac-Simon, c'est quand même des petites communautés. Qu'est-ce qui est particulier quand on a des situations où il y a des victimes d'agressions sexuelles dans ces petites communautés-là? Tu vois-tu des particularités? Ou... Oui, ça, j'en vois des particularités. Tu sais, parce qu'il y a plusieurs types de violences sexuelles. Puis une des plus désastreuses, c'est la violence intrafamiliale. Fait quand c'est de l'inceste, c'est ça qui cause... je ne veux pas dire le plus, là, mais c'est celle qui cause des blessures psychiques. Dans celle qui cause le plus de blessures psychiques, si on remarque comment les gens réagissent à cette violence-là. Puis qu'est-ce qui se passe dans des petites communautés, c'est que les familles sont proches. Donc, dévoiler, même si c'est pas dans sa famille immédiate, c'est dévoiler dans le système de la communauté. Donc, souvent, on veut pas dévoiler pour pas déséquilibrer un système familial, une dynamique familiale. Puis ça, c'est encore plus vrai en communauté parce que les gens, ils sont encore dans un système plus collectif qu'individualiste. Donc, dévoiler, ça peut venir ébranler toute la communauté, en fait. Ouais. Fait que des fois, c'est dur d'y arriver. Fait qu'il y a la peur de, justement... Moi, ce que je vois, puis, tu sais, au niveau plus des victimes allochtones, quand, justement, l'agresseur est un membre de la famille, il y a déjà toute cette pression-là de « je vais venir gâcher la famille », tu sais, les gens vont pas nécessairement me croire, etc. Fait que je peux imaginer que, tu sais, dans des communautés où c'est beaucoup plus... Tu sais, nous, on est quand même individualistes, là, je pense, où c'est plus collectif, effectivement, la pression doit être encore plus grande. Ouais. Puis au niveau des formes de violence sexuelle, tu sais, là, tu m'as parlé d'intrafamilial. Ouais. Dans ce que tu as observé, c'est quoi les formes qui reviennent le plus? Je
Je pense elles sont présentes sous toutes leurs formes d'expression, comme en communauté alloctone. Mais une qui est particulièrement plus présente ces temps-ci, c'est celle sur les réseaux sociaux. Puis c'est celle qu'on sait moins aussi comment réagir parce qu'elle est comme plus nouvelle. Puis les adultes peuvent pas nécessairement toujours arriver à mettre un cadre sécuritaire autour de leurs enfants pour ça. Fait que ce soit des propos d'intimidation à caractère sexuel ou que ce soit des partages de sextos puis de publications de sextos, je pense que c'est celle qui peut causer plus un enjeu. Fait que ça, tu le vois beaucoup. Ouais. Ça, c'est très général chez les ados. Hein, moi, pour être avec des ados, je te dirais que c'est dans les 5 dernières années, moi, j'ai vu une très grande augmentation au niveau de tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Là. Ouais. Non, il y a vraiment ça, que ce soit des par chat, là, il y a vraiment cette accessibilité-là. Sinon, quel type de violence? Dans les relations amoureuses. Donc, beaucoup quand les gens ils sont... donc, c'est une méconnaissance du consentement en relation amoureuse. Celle-là aussi, c'est celle que je peux le plus observer, je pense. Puis ça, je pense que c'est quand même nouveau aussi de prendre connaissance qu'on peut être victime d'agression sexuelle par notre amoureux ou notre amoureuse, dans le sens où, avec tout le background judéo-chrétien qu'on avait, le devoir conjugal, cet historique-là très religieux mettait beaucoup de pression, je pense, à satisfaire le partenaire. Ça traîne encore, là. J'ai l'impression, des fois, je vois encore j'entends des choses, je vois des choses, je me dis, boy, là, tu sais, faut plus sensibiliser. Mais ça, j'ai l'impression que c'est quand même pas si, tu sais, que c'est quand même récent, en fait, qu'on parle de violence sexuelle dans le couple. Puis chez les ados, de plus en plus, moi, je vois en tout cas une grande augmentation dans nos services par rapport à ça. Ouais. Mais je veux avouer que nos services, les femmes autochtones, les ados autochtones sont vraiment pas là. Tu sais, on en a très, très peu, mais pourtant, je le sais qu'elles en vivent. Fait que je vois qu'il y a quand même des similarités là, dans ce que je vois de mon expérience comme internaute auprès des jeunes, puis ce que tu peux remarquer aussi là, dans... Oui, absolument. Surtout les jeunes, avec les plateformes comme TikTok puis Instagram, sont vraiment dans l'ère... vivent des enjeux qui sont vraiment similaires aux jeunes allochtones. Sont attirés aussi par la culture, même pas allochtone, c'est la culture plus mainstream tout court, là, culture plus de masse. Et vivent justement, ben ça c'est la même affaire pour les jeunes autochtones, tu sais, des conflits entre ce que dit tes parents, ce que dit la société, ce que dit un artiste que t'aimes. Fait que, mais c'est ça aussi que je peux observer en communauté, des fois cette dichotomie-là entre les messages justement plus associés à la culture de masse puis la culture plus traditionnelle en communauté. Mais là, tu vois, je voulais faire un lien avec ce qu'on parlait, mais je l'ai perdu. C'est pas grave. J'étais comme, où mon lien? Il arriverait peut-être un jour. Mais, tu sais, on parle beaucoup de jeunes. Comment aborder la sensibilisation de la violence sexuelle dans la communauté? Là, tu me parlais d'un projet, fait que c'est quand même intéressant de voir qu'il y a des choses qui existent. Non, mais moi, je trouve ça cool. Tu peux en faire la promotion. Je veux dire, le podcast, il est là pour ça. Parfait, je suis contente. Fait que moi, je trouve ça super... C'est une très belle initiative. Fait que, tu sais, on est là aussi pour mettre de l'avant ce qui est le fun, puis que je pense qu'il mérite d'être connu. Mais, tu sais, c'est ça, comment c'est abordé cette sensibilisation-là, cette prévention-là dans la communauté? Oui. Nous, la manière qu'on s'y prend, qui est la manière aussi qui est recommandée, qui est de parler d'une sexualité plus générale, plus globale que seulement le consentement. Parce que le consentement, oui, on peut l'expliquer. Oui, ça peut paraître simple, mais c'est en fait, selon moi, très compliqué. Ça englobe beaucoup d'enjeux, autant chez la personne qui pousse un rapport que celle qui ne consent pas. Donc, c'est de parler de relations amoureuses saines, égalitaires, c'est de parler d'estime de soi, de régulation émotionnelle, d'image corporelle. Puis quelqu'un qui développe une estime de soi, qui est capable de gérer ses émotions, qui est capable de s'affirmer, de dire non, mais de quand même vouloir créer une relation, qui est capable de sélectionner une relation amoureuse dans laquelle elle ou elle se sent bien. Donc, tout ça, ça fait partie des facteurs de protection qui peuvent
qui peuvent pas empêcher, là, mais diminuer les risques qu'il y ait une agression sexuelle. Et la même chose qui peut diminuer les risques qu'une personne passe à l'acte dans une agression sexuelle. Donc, le développement d'une estime de soi saine, meilleure compréhension de c'est quoi les relations amoureuses, une meilleure capacité de réguler sa frustration, sa colère, tout en n'oubliant pas de parler aussi des notions de plaisir et de désir qui sont vraiment à la base de ce que ça devrait être la sexualité. Non, puis c'est vrai parce que je me rends compte que, tu sais, moi, depuis que je donne des ateliers dans les écoles, tu sais, je veux dire, ça fait pas... Il y a pas si longtemps, c'était moi qui étais assis sur ces bancs d'école-là, puis on n'avait pas vraiment d'atelier là-dessus. Puis souvent, on nous parlait de sexualité, mais juste de ce qui était négatif. Donc, il ne faut pas avoir une ITSS, il ne faut pas tomber enceinte, faut se protéger, il ne faut pas se faire agresser. Mais là, tu sais, à un moment donné, OK, y a-tu du positif à ça? Fait que je trouve ça intéressant de voir, tu sais, je vois quand même une approche similaire dans ce que tu abordes avec eux, puis la mienne, de leur parler de relations saines, de respect, de communication, parce que, tu sais, justement, oui, le consentement, c'est hyper important. Ça doit être au cœur de pas juste la sexualité de nos vies en général, mais ça vient aussi avec toute une construction identitaire, puis ils sont tellement socialisés tôt. Tu sais, on le remarque, là, tu sais, les garçons et les filles, il y a quand même une socialisation genrée qu'on peut observer qui peut teinter leur sexualité. Absolument. Il faut parler justement de ces choses-là. Tu sais, l'éducation sexuelle, c'est très large, là. Fait que, tu sais, je pense que c'est comme un melting pot de beaucoup d'affaires, là. Oui, qui permet au final la construction de soi. Puis, tu sais, on parle d'agression sexuelle, mais d'abord, il faut savoir ce qu'on aime puis ce qu'on n'aime pas, tu sais, avant de savoir dire non. Puis, tu sais, moi, ce que j'espère, c'est que les jeunes soient capables de dire non, mais qu'ils soient capables de aussi dire qu'est-ce qu'ils aiment, tu sais. Fait que c'est d'aller plus loin. D'aller plus vers, c'est ça, un objectif de plaisir et de désir. Puis ça peut être la sexualité, mais on peut parler de n'importe quelle autre sphère de la vie. Donc, ouais, non, moi aussi, je suis vraiment... Puis c'est intéressant quand t'en parles parce que je me dis, mon Dieu, qu'on a une vision très politique ou très santé publique de la sexualité, puis c'est full pas érotisant. Tu sais, c'est comme on sort un peu le sexe du sexe, c'est de le réintégrer. Mais ça, c'est difficile, tu vois. Même moi, en tant qu'intervenante, c'est plus facile de parler du consentement, c'est plus facile de parler des ITSS, mais quand on rentre dans, justement, le désir, plaisir, c'est comme, quand est-ce qu'on en dit trop, quand est-ce qu'on en dit pas assez? Donc, c'est plus tricky, fait que je peux comprendre qu'on a un certain malaise à l'aborder, tu sais. Oui, puis, tu sais, justement, je pense que tout est dans notre approche. Si on est gêné de le dire, ben les jeunes vont ressentir qu'on est gêné aussi. Oui, exactement. Fait que, tu sais, des fois, là, c'est sûr que ça dépend des âges, mais toi, dans ce que tu vois, tu sais, de parler de ça avec des jeunes dans les communautés, comment ils reçouvent ça, tu sais, cette éducation sexuelle-là? Comment ça... Des fois, ils sont vraiment plus curieux qu'on pense. Oui, il y a tellement des belles questions, en plus, des fois, là. Mais ils sont gênés. Mais c'est correct, parce qu'on touche à... Des fois, on parle de consentement. Des fois, ça peut arriver qu'on parle d'éducation sexuelle puis on rentre trop dans l'intimité. Fait que la gêne, c'est une réponse full normale. Même moi, je l'ai. Puis c'est correct, je pense, qu'on soit tout le monde gêné à parler de ce sujet-là. Je pense que des fois, ça sera jamais facile. Même moi, là, tu sais, j'aborde encore des sujets sexuels avec mes clients. Puis je suis comme, OK, celle-là, je n'étais pas tout à fait à l'aise, cette question-là. Mais je pense que ça fait partie... ça fait partie de la game, ça fait partie de la beauté, la sexualité aussi, qui est quelque chose d'un petit peu, OK, quand on en parle, il se passe de quoi? Fait que, il y a ça, mais il y a beaucoup de gêne. Mais tu vois, moi, qu'est-ce que je remarque? C'est que à un moment donné, j'avais l'idée de regrouper les gens en groupes d'amis. Puis de faire comme des petites discussions parce que j'allais m'asseoir avec un groupe d'amis, puis parce qu'on parlait ensemble, puis il y avait beaucoup plus d'aisance, puis on respectait beaucoup plus le caractère intime de ce sujet-là. Fait que des fois, je peux comprendre que de l'exposer au grand jour, c'est un peu intense, mais il faut le faire pour les besoins de la cause. Mais si on a l'opportunité d'y arriver de façon dans un contexte plus, plus pudique, plus intime, où on respecte les jeunes, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça peut faire émerger non plus, ces sujets-là. Fait qu'on est-ce qu'on peut en parler entre amis, puis ils ont plus d'aisance, puis ils ont plus de plaisir aussi. Oui, parce que c'est sûr que d'en parler, ça peut amener le fait que parfois, il y a des dévoilements. Surtout quand on parle de violence sexuelle. Est-ce que ça arrive souvent qu'il y a des dévoilements qui découlent de ces ateliers-là? Oui.
ça arrive, puis je te dirais pas tout de suite nécessairement. Mais Ça mijote. Ça mijote, ou des fois, on sème une graine, puis c'est de... Tu sais, ça arrive souvent que des victimes d'abus qui dénoncent ou qui dévoilent font comme « Hey, à 12 ans, j'ai eu un cours d'éducation sexuelle où est-ce que j'ai appris finalement que mon frère pouvait pas me toucher les parties intimes. » Puis là, OK, là, c'est comme une graine qui mène vers ça, parce que si on n'en parle pas, puis si c'est jamais dit, ben les jeunes, ils vont pas nécessairement savoir que c'est pas correct ou qu'une personne n'a pas le droit de faire ça. Fait que oui, en effet, l'éducation, la littératie sexuelle, c'est vraiment une manière de pouvoir prévenir les abus sexuels ou d'aller vers la dénonciation. Est-ce que il y avait déjà des trucs en place dans la communauté en lien avec l'éducation sexuelle avant que tu arrives? À Kitsakik, il y avait l'infirmière qui faisait quand même vraiment un beau travail, mais il n'y avait pas ce programme-là. Au Lac-Simon, il y avait Wigo Bissan qui existait en 2005, qui était vraiment formidable. C'était vraiment une collaboration entre des intervenants Anishinaabe puis des intervenants autochtones qui avaient justement, il y avait une psychologue, il y avait des sexologues et tout. Puis les autres ont fait en fait un beau travail. Et il y avait... c'était comme un accueil psychosocial avec les familles. Fait qu'ils étaient avec les parents, les enfants. Puis le financement a été coupé de la part du gouvernement. Puis c'est énormément de dossiers qui sont tombés à l'eau puis qui n'ont pas été repris. Puis là, il y a comme un nouveau financement pour Wigo Bissan. Puis c'est ça qui est compliqué en communauté parce que ça dépend toujours du changement de gouvernement. Des fois, il y a comme full d'enthousiasme, puis il y a des beaux montants loués, puis d'autres fois, ça peut tomber. Donc, tu sais, on parlait de violence systémique. Il y a ça aussi, cette incohérence-là par rapport à la durabilité des services. On ne sait pas quand les fonds ils vont tomber, fait qu'il peut y avoir une certaine crainte à ce niveau-là. C'est comme on vous donne de l'argent, créer des beaux services, puis après, on a créé un besoin, mais on n'a plus d'argent pour maintenir le projet. C'est tout le temps ça qui se passe. Puis là, ça fait en sorte que les intervenants, ils sont hyper découragés, puis ils s'en vont. Fait que là, ça vient souvent à refaire. Puis c'est dommage parce qu'il y a souvent des belles initiatives comme ça qui prennent naissance, mais qui peuvent pas perdurer pour une question hyper poche de fond. Ouais. OK, mais c'est intéressant. C'est un peu similaire à la réalité du communautaire en oui, général. Non, c'est ça ressemble pas au communautaire. Dans le sens où, quand on est financé par projet, c'est plate quand on crée quelque chose de le fun. C'est sûr que c'est moins motivant en tant qu'intervenant. Fait que je peux les comprendre qu'à un moment donné, ils sont comme... on a des belles affaires, mais là, après, on se ramasse avec des dossiers qui tombent dans des cracks, puis on peut pas maintenir ça. C'est non seulement le projet, mais après ça, c'est des intervenants qui ont littéralement mis... tout leur effort professionnel là-dedans. Là, c'est gros, là. C'est un projet que tu mets au monde, puis il est comme mort après pour ça. Fait que c'est vraiment triste. Ça arrive souvent au communautaire. Est-ce qu'il y a beaucoup de roulements d'intervenants dans... Est-ce que c'est... Mettons, est-ce que c'est facile d'avoir des intervenants autochtones aussi, dans le sens où je pense que c'est important d'en avoir dans la communauté? Au niveau, ça ressemble à quoi à peu près? Là, il y a plus d'allochtones. Ben, je te dirais que c'est à peu près 50-50, mais les professionnels, ils sont plus allochtones. OK. Mais il y a beaucoup d'intervenants, comme dans le service première ligne, qui collaborent justement avec les allochtones. De plus en plus, là, les jeunes finissent leur secondaire 5 puis s'en vont au cégep. Fait que ça, c'est vraiment excitant. On se demande s'il y en a qui vont faire un bac en sexo puis venir avec moi. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Mais oui, en effet, il peut y avoir ce roulement-là. Mais je pense que c'est surtout une problématique de manque de main-d'œuvre plus générale, puis aussi le fait qu'on est en Abitibi. Fait que c'est pas tout le monde qui veut venir travailler ici. Fait que, non, c'est sûr. Fait que ça, je pense. Mais il y a quand même une couple d'intervenants que ça fait bien longtemps qu'ils sont là. Il y a quand même... pour vrai, moi, je trouve le travail en communauté, c'est comme... C'est une job communautaire, c'est un plateau d'argent. Là. Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Tu peux faire plein de belles activités. Tantôt, je te parlais d'éducation sexuelle. Comment on parlait de consentement, mais quand je te parlais de toute la construction identitaire qui est nécessaire pour apprendre à dire oui, apprendre à dire non, mais aussi apprendre ce qu'on aime. Puis justement, ça peut prendre la forme de plein de projets, là, que ça soit...
sais, pour revaloriser l'estime de soi des gars. Il y a un projet qui va être créé qui ressemble un petit peu à la Wapikoni Mobile, où est-ce que, c'est ça, un cinéaste va les accompagner dans la création de leur propre reportage, leur propre documentaire. Fait qu'il y a ça. J'avais parti avec une enseignante le projet Filles actives, qui était de l'activité physique. Fait que dans le fond, il y a plein d'objectifs sexuels autour de ça, qui est de bouger son corps, de mettre des vêtements peut-être plus ajustés, de créer des liens avec des filles de l'école. Fait qu'on vient travailler les relations affectives, qu'on vient travailler l'estime de soi. Fait qu'il y a comme ça qui est possible. Tu sais, mettons, si je vois que mon objectif n'est pas atteignable dans le programme d'éducation sexuelle, bien, je peux aller voir le centre de santé et faire comme ça. Je pense que ça serait peut-être une opportunité. Fait qu'il y a ça, puis je pense que ça, c'est vraiment un attrait pour les intervenants qui sont là puis qui restent. Il faut aimer le communautaire. Mettons, il faut aimer l'incertitude et ce qui est tout le temps en mouvement, ce qui est le communautaire en général. Là. Fait que... Mais ça apporte une belle liberté, puis tu sais, de vraiment vous adapter selon les besoins des gens, puis tu sais, d'être plus créatif aussi, je pense, dans les projets. Oui, énormément créatif. Ouais, c'est ça qui est beau. Mais c'est intéressant parce que tu sais, moi, je me rends compte que je côtoie beaucoup de gens, des intervenants allochtones qui ont commencé dans les communautés autochtones puis ils en sont jamais ressortis. Là. J'ai l'impression qu'une fois que tu mets le pied dans ce genre de milieu-là, moi, je remarque en tout cas qu'ils pognent la piqûre puis qu'ils ne retournent pas en arrière. Là. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai. C'est beau à voir, c'est le fun à voir. Oui. Il y a quelque chose de calmant aussi. Ben, malgré le fait qu'on est dans beaucoup de situations d'urgence, il y a quelque chose de le fun de pouvoir plus prendre son temps, puis de ne plus avoir d'exigences aussi élevées. Il y a comme un décorum qui est moins là. On peut être plus nous. Puis on s'habitue à ça vite, hein? Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais. Effectivement. Moi qui sortais de l'école, justement, là, j'étais là, OK, c'est full serré. Puis là, finalement, je me suis comme détendue, puis j'étais là, non, il me semble que je ne changerais pas de milieu. Mais ça, je pense que c'est aussi, tu sais... quelque chose qui est très allochtone, d'être full stressé, exigeant, de devoir faire les affaires dans un certain échéancier. Fait que, tu sais, sûrement qu'il faut, tu sais, dans l'adaptation que tu as eu à avoir, ça doit faire partie de prendre plus le temps de faire les choses comme du monde, puis de... Tu sais, qu'il n'y a pas le feu, puis que tout se compte pas en statistiques, là. Oui, c'est ça, le projet, le financement, justement, les statistiques. Mais il y a vraiment ça. Puis là, tu vois les nouveaux arriver, puis ils sont full stressés, puis ils veulent comme livrer la marchandise en 2 mois. Puis t'es comme, OK, vas-y, puis reviens après. En tout cas, je dis ça, mais je parle comme la personne qui a l'expérience, puis il est comme, ça marchera pas ce que tu fais. Mais il y a vraiment cet apprentissage-là, de toute évidence, parce qu'on peut... Ben, pas parce qu'on peut prendre notre temps, il faut prendre notre temps parce que c'est pas parce que nous, on le voit finalement qu'on va agir puis ça va changer les choses. Défusionner de son syndrome du sauveur. Oui, effectivement. Mais c'est intéressant de voir aussi qu'il y a beaucoup de ressources quand même dans la communauté. Là, je dis dans la parce qu'en ce moment, tu es à Picogan. Lac-Simon, je fais un stage à temps partiel à Picogan. Ah, OK, fait que tu fais les deux. Fait que c'est intéressant de voir qu'il y a quand même des ressources qui existent dans les communautés parce que c'est ça, on se questionnait à savoir, quand il y a un dévoilement, quand il y a des besoins, est-ce que les gens vont plus chercher des ressources dans la communauté ou au contraire, ils vont plus à l'extérieur? C'est vraiment 50-50. Pour vrai, il y a du monde qui aime mieux dans la communauté, qui se sentent plus à l'aise, puis il y en a d'autres qui aiment mieux à l'extérieur parce que justement, il y a moins de conflits d'intérêts. Puis, tu sais, moi, je parle avec des jeunes qui étaient comme « Madame, on n'ira jamais demander de la contraception. Au centre de santé, c'est ma tante qui travaille là. » Fait qu'il y a comme... Des petits milieux. Oui, des petits milieux. Fait que des fois, il y en a qui aiment vraiment mieux... aller chercher des services à Val-d'Or, mais ça dépend vraiment. Pour vrai, je pourrais pas dire de chiffres, mettons, là, mais je vois vraiment les deux positions. OK. Est-ce que tu dirais que c'est peut-être... Est-ce que c'est mal vu d'aller chercher de l'aide en dehors de la communauté ou... C'est-tu mal vu? Je sais pas. Je sais pas si c'est mal vu. Je pense qu'il y en a qui ont une méfiance envers l'extérieur de la communauté. Donc, ceux qui vont aller à l'extérieur de la communauté pourront être mal vus par ceux qui ont une méfiance. Il y a aussi comme l'intérêt de se préserver en tant que communauté. Donc, si on va ailleurs, on se trahit. Là. Il y a un petit peu ça qui peut y avoir aussi comme attitude. Mais la plupart des gens sont contents quand les autres vont chercher de l'aide. OK. Ouais. Fait que ça, je le vois, je l'observe.
Mais tu sais, c'est sûr que c'est ça. Comme je te dis, il y en a qui veulent comme l'esprit de conservation de la communauté, donc de ne pas sortir. Mais la plupart du temps, en même temps que tu vas chercher de l'aide puis tu prends soin de toi, il y a vraiment cette ouverture-là générale, je pense. Fait que prendre soin de soi en général, c'est bien vu tout court, mais il peut y avoir Ouais. plus de méfiance dans des services à l'extérieur, tout au niveau, j'imagine, du préjugé, de la peur de ne pas être bien reçu. Il y a ça. Mais tu sais, ça, moi aussi, je pourrais le vivre en tant que moi, Adèle, au centre de santé, mettons. Ça aussi, je pourrais le vivre parce que je suis autochtone. OK. Ouais. Puis qu'à l'extérieur, mais aussi ceux qui viennent de l'extérieur aussi. OK. Mais tu vois, il y en a qui veulent du monde qui vient de l'extérieur. Ça dépend. OK, comme intervenant? Ouais, comme intervenant. Oui, parce que c'est ça, j'imagine que, tu sais, il doit y avoir certains endroits où c'est plus difficile, comme à l'Automne, de faire sa place, j'imagine, dans une communauté où, justement, tu sais, tu n'as pas tout ce bagage-là, puis tout cet historique-là, tu sais, en lien avec tous les pensionnats ou peu importe. Fait que j'imagine qu'il doit y avoir certains milieux où c'est un peu plus difficile de créer des liens. Oui, clairement. Je pense que ça prend... justement cette adaptation culturelle où tu développes la connaissance sur leur passé, leur histoire. Puis des fois, de juste avoir cet accueil-là, de dire comme, oui, j'ai appris qu'est-ce que tu as vécu, puis tu n'as pas besoin de me réexpliquer. Fait que juste ça, je pense que c'est vraiment une posture qui est aidante, parce que oui, il y en a qui veulent tout de suite se faire comprendre, mais c'est un peu, on veut tout un peu ça quand on va consulter. Ouais. Mais fait qu'il pourrait avoir cet épuisement-là de devoir toujours expliquer. Puis aussi, justement, tu sais, puisque, je parlais, il y a quand même des travailleurs sociaux qui sont très présents, mais tu sais, pour ce qui est, mettons, des psychologues, ça, il y a un bon roulement, tu sais. Fait que c'est difficile, des fois, d'avoir un service d'un psychologue qui est là tout le temps, toutes les semaines, parce qu'ils viennent souvent de Montréal. Fait qu'il peut y avoir cette méfiance-là de dire, ah ben, dans le fond, tu vas t'en aller, puis tu vas pas rester. Fait que pourquoi je me confierais? OK, ouais, je comprends. Puis au niveau, tu sais, des intervenants, quel conseil tu aurais à donner, justement, pour mieux aider les personnes qui font partie des Premières Nations, dans le sens où, tu sais, souvent, tu sais, moi, ce que j'observe au niveau des victimes d'agressions sexuelles, c'est que c'est un processus qui est vraiment, tu sais, haut et bas, là. Fait que c'est pas droit. C'est vraiment pas en ligne droite. Des fois, on va venir, puis là, après le premier rendez-vous, c'est trop, ils vont plus nous donner de nouvelles pendant 2 mois. Fait que, tu sais, ça, c'est très caractéristique des victimes d'agressions sexuelles en général. Puis, tu sais, des fois, ce qu'on peut entendre des intervenants, c'est, tu sais, au niveau, justement, de la clientèle autochtone, c'est que c'est difficile d'avoir, tu sais, des rencontres. Mais moi, je veux savoir, au lieu de leur dire qu'ils sont difficiles à avoir des rencontres avec, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'intervenant pour mieux adapter notre approche, justement, pour mieux répondre à ces besoins-là? Oui. Aller vers une approche communautaire, aller vers eux, je dis pas d'aller manger chez ses clients, mettons, là, mais de s'impliquer dans des activités où est-ce qu'on peut créer des liens. Ça, c'est d'ailleurs compliqué parce que souvent, ce qui est le plus blessant en relation thérapeutique, c'est le lien trop proche ou trop loin. Donc, il faut faire quand même attention à ça pour garder une distance professionnelle. Mais d'aller vraiment s'impliquer dans des activités communautaires. Puis, c'est ça, de ne pas oublier que nous, souvent, nos méthodes elles sont plus individualistes, basées sur la maîtrise de soi, de nos émotions, puis vers l'avenir. Fait que, tu sais, moi, des fois, je faisais plein d'interventions de « OK, mais plus tard, tu te vois où? » Mais il y a quand même quelque chose de plus dans le moment présent, d'aller peut-être plus par des cercles de partage, d'y aller avec... tout en gardant ses propres méthodes, là. Je dis pas de commencer à faire leur méthode traditionnelle, là, de garder quand même son système de référence parce que c'est important. Mais justement, là, d'aller vers eux, tout simplement. Parce que d'aller créer un lien. D'aller marcher un peu dehors. Ouais. Je pense que c'est ça, oui. Peut-être de plus se sensibiliser, justement, à leur réalité, comme tu dis, pour pas... je veux dire, si la personne te parle qu'il y a eu du racisme systémique puis tu sais pas c'est quoi, à un moment donné, je veux dire, ça te tente pas de commencer à former ton intervenant, là. Non, c'est ça. Absolument. Je pense que ça, c'est vraiment, comme tu dis... la base, puis encore là, ça, c'est pour Allochtone aussi, mais de remettre la position d'expertise dans le client, ça aussi, je pense que c'est important. De les voir dignes, il y a beaucoup d'infantilisation, donc ça, c'est vraiment un non.
Tu sais, puis justement, avec les cours d'éducation sexuelle, fait que c'est de se prendre avec les familles, de voir les parents comme capables d'enseigner l'éducation sexuelle des enfants, puis de leur montrer, de pas juste travailler avec les enfants, fait que d'accorder une importance au système. Et là, je reviens avec l'approche communautaire constamment. Tu as nommé beaucoup l'infantilisation, mais au cas où il y a des gens qui comprennent pas bien c'est quoi, tu voudrais-tu juste nous l'expliquer un peu, tu sais, comment on peut vivre ça ou le faire vivre, justement? Oui, mais ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut avoir avec les communautés, mais aussi avec les gens qui sont dans des milieux plus précaires. C'est de voir que les gens, ils sont pas autonomes puis pas capables de se mobiliser pour répondre à leurs besoins puis pour créer des conditions de vie ou un environnement qui est agréable et qui est bon pour eux. T'sais. Fait que c'est de vouloir prendre en charge, c'est de les voir comme pas capables, pas autonomes. Fait que c'est de tout prendre sur soi. Ça peut être aussi une attitude plus de condescendance. Mais je vois plus le tout prendre sur soi, là, mais ça peut être aussi traduit par une attitude de condescendance. Tu sais, mettons, ça pourrait être appeler 10 fois son client pour qu'il vienne te voir. Mais il est capable d'aller à son rendez-vous, même s'il a manqué quelques fois. Fait que c'est de le remettre la responsabilité de sa vie au client, tout simplement. Quel impact tu penses que ça peut avoir, justement, cette infantilisation-là dans la démarche d'aide? Oui. Je pense que ça peut avoir comme impact de renforcer le fait qu'ils sont pas capables et pas autonomes. Oui. Puis c'est beaucoup un message qu'on leur a donné. La loi sur les Indiens est infantilisante. En fait, ils sont vus comme des enfants. Ils peuvent pas avoir de maison. Là, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent vite en tête. Mais c'est de maintenir ça, en fait. C'est de maintenir son système où est-ce que nous, on va les sauver, puis ils ont besoin de nous. Puis si on n'est pas là, ça va aller mal. T'sais. Mais quand on n'est pas là, ils font leur vie, puis ils ont leur système de ressources à eux aussi. Nous, on vient aider, on vient accompagner, on vient ajouter des choses. Oui, peut-être d'arrêter de penser qu'on est des super-héros. Non, mais c'est ça. Oui, exactement. Ah, mais c'est intéressant parce que c'est ça, je pense que, comme tu dis, souvent, puis c'est ça, la démarche d'aide est tellement différente d'une personne à l'autre. Il y en a que, justement, ils vont venir une fois, puis, la journée qui vient pas, c'est pas nécessairement parce qu'il a oublié ton rendez-vous. Ça peut être synonyme de plein d'autres choses. Ça peut être synonyme que c'est trop pour cette personne-là, que c'est confrontant, que d'autant plus quand on parle d'agression sexuelle, c'est pas facile d'aborder ces choses-là. Fait que c'est peut-être, justement, je pense qu'il peut y avoir des préjugés à l'égard des personnes autochtones qu'on n'aura pas nécessairement chez les personnes allochtones. Ça va être plus facile peut-être de dire qu'une victime allochtone, ben là, c'est peut-être confrontant pour elle, alors que si c'est une personne autochtone, ben là, elle n'est pas organisée puis elle veut pas venir à son rendez-vous. J'ai l'impression qu'il peut y avoir ces préjugés-là qui persistent puis qui vont juste nuire à la personne. Dans le fond, si ça bénéficie à personne là, d'avoir ces pensées-là. Non, c'est ça, absolument. Puis comme tu dis, des fois, ils sont juste ben trop en surcharge, puis on dépasse leur capacité de parler de ça. Puis aussi, il ne faut pas oublier que la majorité des blessures associées à la colonisation sont des blessures relationnelles. Donc, justement, d'avoir apporté les enfants dans les pensionnats, puis qu'ils reviennent l'été, puis que leurs parents, ils faisaient une dépression, fait qu'ils n'étaient pas capables de recréer le lien. Fait que c'est des blessures de lien. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des moments de rupture constante dans le lien qu'on a avec nos clients. Fait que c'est de le reconnaître. De prendre un pas de recul, même si des fois on le prend personnel. Je ne veux pas dire prenez-le pas personnel, mais il faut essayer de prendre un recul ou d'aller en supervision. Là, je prêche pour la supervision en ce moment-ci. Mais fait que oui, c'est ça, de voir que c'est ça, puis que juste en travaillant le lien, juste en travaillant le fait que ton client vienne à son rendez-vous par lui-même, ben c'est déjà en train de faire plein d'objectifs. Là. Exact. On peut le féliciter pour ce qu'il fait là, en ce moment, là, plutôt que d'aller trop loin puis justement de ne pas vouloir aller plus vite que la personne. Absolument. Son rythme, là. Oui, c'est ça. On est en train d'écrire un lien où est-ce que tu me fais assez confiance pour me dire ça. Tu sais, c'est beaucoup, ça. Effectivement. Oui. Effectivement. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, malheureusement, c'est encore tabou, là, je pense, de parler de ces choses-là. De moins en moins, heureusement. Là, je pense qu'à force d'en parler, c'est un peu pour ça qu'on a décidé de faire un podcast parce que je pense que c'est important de parler de ces choses-là. Puis justement, il faut enlever le tabou autour de tout ce qui est la violence sexuelle, mais la sexualité en général. Je me dis, plus on en parle, ben on fait des petits pas. Moi, je vois déjà une différence à quand moi, j'étais au secondaire avec les jeunes que je rencontre. Fait que je me dis, dans 10 ans, ça va être autre chose, puis c'est tant mieux. Là. Oui, tellement. Puis même moi, ça fait 4 ans qu'on le donne. Fait que, tu sais, ceux qui arrivent au secondaire 4,
Ben, ils sont hot, là. Pour vrai, OK. ils parlent de double standard puis tout, là. OK. Fait qu'il y a vraiment... ouais, il y a vraiment... tu sais, moi, je le vois, l'évolution qui peut se passer aussi avec l'éducation sexuelle. Puis, tu sais, ils ont été écœurés de m'entendre parler du condom. Fait que je suis comme, OK, c'est bon. Tu sais, ils savent c'est quoi. Puis, ils sont comme, Ouais. on veut plus l'apprendre comment faire, on sait, là. Ouais, ils ont le Fait goût de que- parler d'autre chose. Ouais. Mais je trouve ça intéressant. Puis je remarque qu'il y a quand même une similarité dans les Ouais. thèmes que moi j'aborde. Fait que je me Ah. dis, faudrait peut-être s'asseoir pour voir, tu sais, justement. Ouais. On voulait adapter ça. On a ce désir-là d'adapter ce programme-là pour les communautés du nord du Québec. Parce que, Ah. tu sais, il n'y a pas beaucoup de... Ouais. Tu sais, les ressources sont encore moins là. C'est un Ouais. territoire qui est très, très grand, là. Eh Puis ben, on a eu des ouais. demandes pour ça. Puis tu sais, on se disait comment l'adapter pour que ça soit, tu sais, justement, Ouais. culturellement adapté. adapté, en fait. Ben oui, eh ben, Là, c'est j'ai adapté fou. pas mal, mais tu sais, puis je me Non, rends compte ouais. qu'il y a des sujets, justement, que ça peut les interpeller aussi, Ouais. là, tu sais, de parler, justement, de double standard, d'hypersexualisation, de Ouais. toute la pression sociale. Tu sais, il y a Ouais. des différences. Tu sais, je pense qu'il faut reconnaître certaines choses. Tu sais, comme tout ce qui est historique, mais il y a quand même des choses que, tu sais, les Oui. jeunes, ils évoluent dans le même milieu avec les réseaux sociaux Ouais. et avec... Ouais. fait que, tu sais, au niveau des ados, je pense qu'il y a quand même des trucs qui Ouais. peuvent être très similaires, là. Vraiment. Puis la particularité au niveau des doubles standards, c'est qu'ils ont comme deux cultures. Tu sais, la Mhm. culture plus allochtone, puis la culture plus autochtone. Puis où est-ce qu'ils se situent, eux, là-dedans? Avec, encore là, il faut se construire pour être assez fort pour prendre un pas de recul. Mais tu m'en parleras parce qu'on est en train d'écrire... là, je prêche encore pour pour le projet qu'on fait, mais on crée aussi un cahier clé en main pour les intervenants, pour tout le programme d'éducation sexuelle avec des illustrations d'une... en tout cas, Fabienne OK. Théoré, qui est une illustratrice Anishinaabe, puis elle nous fait toutes nos... elle a fait nos planches anatomiques, elle fait tout, puis c'est traduit en Anishinaabe, puis tout, là. OK. Fait que... Ben, ouais. c'est vraiment intéressant. Oui. Si, tu sais, il y en a qui nous écoutent, qui sont dans d'autres communautés puis qui trouvent Oui. ça cool, ben, je vais mettre Parfait. nos coordonnées puis tout dans la barre d'infos parce que je pense que c'est comme je dis, l'éducation Ouais. sexuelle, tu sais, plus on en parle, plus on en fait, Mhm. mieux. Bon, des fois, j'ai des lunettes roses en me disant qu'à un moment donné, on va peut-être plus avoir de violence sexuelle, Ah, mais ça serait le fun. j'aime ça, penser ça. Tu sais, je me dis, c'est ça, faut continuer d'en faire, là. Mm. Ouais. Oui. Puis le temps file. Est-ce Oui. qu'il y avait, mettons, parce que là, c'est ça, je me rends compte, on Oui. parle de plein d'affaires, mais Ben tu sais, oui, tant je sais. mieux. Mais je pense qu'on a abordé beaucoup de choses. Ouais. Mais si tu avais justement tu sais, un petit mot de la fin, ou tu sais, y a-tu des choses que tu aimerais nous dire Mhm. avant qu'on conclue cet épisode-là? Ouais, mais là, c'est ça, je suis en train de voir si j'ai tout dit. Je pense qu'on a vraiment parlé plus... qu'est-ce que je pensais? Ouais, on a vraiment fait... Ça passe vite, hein? Ouais, c'est ça, je suis like, oh my God, sur le spot de même. Ben non, je pense que parlons de sexualité, puis parler de sexualité, selon moi, c'est ce qui va permettre le plus de diminuer la problématique des violences sexuelles et de limiter les traumatismes possibles chez les victimes. Mhm, Mhm. Effectivement. Mais en tout cas, merci, Ça me fait Adèle, plaisir. d'avoir accepté Merci puis à toi. de nous avoir un peu montré, tu sais, d'avoir mis en lumière tu sais, Ouais. qu'est-ce qui peut se passer, justement, en tout cas, dans l'expérience que tu as, justement, dans les communautés. Moi, je trouve ça intéressant de voir, tu sais, les petites différences, de voir aussi les similarités. Des fois, on réfléchit peut-être trop à dire, ah, ben là, tu sais, c'est pas la même chose, mais peut-être que des fois, on n'est pas si loin que ça tu sais, du besoin Non, ou de c'est l'approche ça. à adopter. C'est Fait ça, pour que vrai, non. il y a des choses qui m'ont rassurée Oui. d'avoir vécu d'intervenante. Ouais. Fait que merci d'avoir pris le temps de Oh, parler de fait ça avec plaisir. nous. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis j'espère aussi que les gens à la maison, vous allez avoir aimé ça. Si vous voulez, vous pouvez aller nous suivre sur Facebook puis sur Instagram, Calax Abitibi. Vous pouvez aussi partager l'épisode. Ça va nous permettre de rejoindre encore plus de personnes. Puis ça nous encourage toujours là, quand on voit que vous avez aimé ça. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions pour moi ou pour Adèle, je vous mettrai en contact là, avec elle. Ça va me faire plaisir. Fait que merci tout le monde d'avoir pris le temps de nous écouter. Puis je vais vous dire à la prochaine. Bye tout le monde!